Je voulais fêter le 100e abonné et c'est l'occasion de voir le mouvement de caméra le long d'une courbe avec la contrainte Follow Path. Alors on va commencer par créer la typo. Je fais un Shift A texte et puis sous Object Data et sous Font, en cliquant sur le dossier, là je vais aller chercher dans mon disque dur la fonte que je veux. Et moi je suis déjà allé la chercher, c'est la Lovelo. Et je rentre en mode Edit. Et puis je tape le texte que je veux. Ensuite, je reviens en mode objet, je fais une rotation sur X à 90 degrés. Et puis sous Object Data Géométrie, je vais faire une extrusion. Et je vais sous Bevel choisir Profile, garder le profil par défaut et donner un peu de depth à au bevel que cela crée. Et la résolution elle peut être de 0. Voilà. Donc maintenant je vais dupliquer cette typo, je vais l'envoyer dans une collection qui est cachée. Et cette version là, je fais un clic droit et je fais un Convert to Mesh. Et maintenant, quand je rentre en mode Edit, j'ai un mesh. Alors là, j'ai des vertices qui ne sont pas joints. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne tout. Et je fais un Alt-M, Merge by Distance. Et en effet, ça m'a supprimé des doublons. Donc là, maintenant, ça va. Alors, autre chose, c'est que par défaut, il y a eu un Shade Smooth sur ma typo. Donc ce que je veux, c'est en effet faire un smooth sur toutes les faces qui sont toutes les surfaces arrondies comme celle-là. Donc là, les faces ont un angle qui est assez faible. Par contre, là où je veux voir le bevel, je veux que le shade soit flat. Je veux que ces surfaces soient plates. Donc dans ce cas-là, je garde le shade smooth, mais sous Object Data Normals, je vais activer l'Auto Smooth qui va me permettre de déterminer sous quel seuil je veux voir du smooth. Donc là par exemple, je veux que au-dessus de 30 degrés, il n'y ait pas de smooth et c'est parfait pour moi parce que je n'ai pas envie que ces angles soient arrondis. Donc il faut que je sois sous 40 degrés, par exemple 30 degrés me conviennent. Ensuite, en mode Edit, je vais me mettre en transparence avec Alt Z et je vais sélectionner tout ça, le réduire et le placer sous mon 100. Le réduire encore un petit peu. Là, je sélectionne Moon Boots et je le place comme ça. Et puis là, le 100, j'ai pas besoin qu'il soit autant extrudé. Donc je sélectionne cette partie-là. Et puis celle-là. Et puis je vais tout sélectionner là, hop, comme ça. Voilà, donc Alt Z pour passer de transparent à opaque. Ensuite, ce que je veux, c'est attribuer à mon objet un material. Donc je le sélectionne. Ici dans le Shader Editor, je clique sur New. Et je vais choisir une couleur orangée. La valeur métallique, elle doit être à 1. La valeur métallique, elle est soit à 0, soit à 1. Et puis je vais baisser le roughness de manière à avoir de la réflectivité. Alors, je vais me mettre en mode Rendered. Donc je presse sur Z et je clique sur Rendered. Alors pour l'instant, mon monde est complètement noir. Donc ici, dans le Shader Editor, je vais basculer en mode World. Et j'attribue à mon World un nouveau Material. Alors si mon Material est gris, ou de n'importe quelle autre couleur, je ne vais rien voir je ne vais pas pouvoir visualiser mon matériel parce que en fait, il ne va refléter que du gris ou l'autre couleur unie que j'aurais choisi.
Donc ce qu'il faut, c'est que j'aille chercher une image HDRI, une image d'environnement. Donc une image HDRI, je peux en trouver par exemple sur HDRI Heaven. Ça va être une photo qui va me servir justement à définir un environnement. Et typiquement pour ce genre de matériaux métalliques et réfléchissants, ça va me permettre d'avoir un aperçu un peu correct de ce matériau. Donc je vais faire un Shift A texture, environnement de texture. Je le branche dans mon background. Et là, je vais chercher, en cliquant sur le dossier, je vais aller chercher une image HDRI. Et je vais aller chercher une image de ville la nuit. Et si je me mets en mode perspective, voilà ce que ça donne. Et là, cette fois-ci, en effet, j'ai quelque chose, mon matériau a quelque chose à réfléchir, a une image à réfléchir. Donc j'ai un aperçu plus correct de mon matériel. Alors, par contre, ce que je vais faire dans mon matériel du World, là, c'est faire en sorte que le fond apparaisse uni et tout ce qui est réfléchissant continue à réfléchir une image plus complexe. Donc ce que je vais faire ici, c'est créer un mix shader, dupliquer mon background, dans ce second background, choisir la couleur que je voudrais voir en fond, par exemple une couleur nuit, et puis je vais créer un input light path et utiliser la sortie isCamera Ray et la brancher dans le facteur. De cette manière-là, tout ce que je visualiserai dans ma 3D vue ou dans ma caméra va relever du second node. Par contre, tout ce qui va être réfléchi va être cherché dans le premier node. Alors maintenant, il faut que je précise un petit peu le matériel que je viens de créer là, mon matériel OR. Ce qu'il faut peut-être aussi, c'est que je crée quelques lampes. Donc, je vais créer une light avec Shift A de type point. Je vais la placer par là. Avec un Alt D, je vais faire une duplication liée. De cette manière-là, si je fais une modification sur une des lampes, eh bien, elle sera répliquée sur l'autre. Et à nouveau Alt D sur Z. Comme ça. Et puis je vais jouer un petit peu avec la puissance, rajouter un petit peu de puissance, pas trop. Retirer un peu de spécular. Maintenant, mon matériel, ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu de bruit, rajouter un petit peu de relief. Donc pour faire cela, il faut que je crée un texture noise. Et puis en aval, je vais mettre un vecteur bump. Je branche le facteur de mon noise dans le height du bump. Et le bump, je le branche dans l'entrée normale du principal BSDF. Alors, ce que je veux, c'est que mon matériel s'applique de manière régulière. Donc, j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc, je sélectionne Noise Texture et je fais un CTRL-T et ça me crée cette suite de nodes. Et là, c'est la sortie Object que je vais utiliser pour avoir un contrôle sur le noise. Donc, mon relief il est bien trop fort, donc je baisse la force du bump et je la baisse comme ça. Et ensuite, je peux agrandir ou baisser la taille de ces reliefs. La couleur, je peux la changer pour qu'elle paraisse un peu plus naturelle peut-être. Et puis je peux changer, je peux créer des... Alors là je vais encore baisser un petit peu. Je peux créer des variations dans la réflectivité, ce qui sera un peu plus... ce qui paraîtra un petit peu plus naturel. Je vais dupliquer ce noise. Je vais créer en aval un converteur color ramp. Je branche le facteur dedans. Et puis là, je branche le color dans le roughness de mon principal BSDF. Et là, comme ça, tout ce qui est noir apparaîtra réfléchissant et tout ce qui est blanc apparaîtra opaque. Donc je veux pas que ce soit trop opaque, donc je vais baisser un petit peu
mon blanc. Et il ne faut pas que ce soit trop réfléchissant, donc je vais un petit peu éclaircir le noir. Et je bidouille jusqu'à ce que je sois content. Ce que je vais faire aussi, c'est créer un socle. Donc j'aurais dû le faire au début. Là, je vais sélectionner une face en mode de sélection de face. Je fais une duplication sur Z. Et puis, je vais faire un scale sur X. Et adapter, faire un scale sur Y. Adapter le socle à la dimension de ma typo. Et puis faire une extrusion sur Z. Et tout sélectionner. Et faire un bevel avec par exemple 2 segments, c'est parfait. Maintenant je vais créer ma caméra et puis la courbe qu'elle va suivre. Donc je fais un Shift A caméra, je la déplace, je fais un Shift A curve Bézier, et là je rentre en mode edit, et puis je vais me mettre en vue de dessus comme ça, et je vais faire des rotations au vertice de ma curve, et je vais les placer de manière à déterminer le début et la fin du parcours de ma caméra. Donc là par exemple je vais faire terminer le parcours de ma caméra en contre-plongée comme ça, et elle va commencer ici. Oui, j'obtiens une espèce d'arc de cercle. Ensuite je sélectionne ma caméra et puis je lui attribue ici sous Object, sous Constraint, je lui attribue une contrainte Follow Path, et je désigne ici avec la pipette la curve comme target de mon Follow Path. Alors ce que je vois, c'est que ça déplace ma caméra. La position de ma caméra par rapport au début de la curve va dépendre en fait de la position de ma caméra par rapport au centre de la scène par défaut. Donc là, ce que je vois, c'est que ma caméra n'était pas au centre de ma scène. Donc si je fais un Alt G, ça fait un reset de la location de ma caméra. Ça la remet au centre de la scène. Donc à ce moment-là, quand je lui attribue le Follow Path, elle va venir se coller au début de la curve. Alors ce que je vois aussi, c'est que ma curve, si dans le panneau Viewport Overlays, j'affiche les normales, eh bien, elle a un début et une fin. Je peux agrandir la taille des normales comme ça. Et si je veux, je peux changer la direction. Il suffit que je fasse un clic droit et Switch Direction. Et maintenant, le début de ma curve est en bas et elle monte. Et du coup, ma caméra viendrait coller à l'autre extrémité. Bon, mais ce que je veux, c'est que ma curve commence en haut. Donc je fais un Switch Direction. Voilà. Autre chose à propos de la curve, sous l'onglet Object Data et sous Shape, il y a une résolution en Preview et en Render. Et cette résolution va déterminer la quantité le lissage de ma courbe, la quantité de segments. Donc plus la résolution sera élevée, plus le mouvement de la caméra sera doux, moins je risque d'avoir des saccades. Donc 12 ou 24 devrait suffire. Et la valeur en render, si elle est à 0, ça signifie qu'elle s'alignera sur la valeur déterminée en preview. Maintenant je vais commencer à animer ma caméra. Donc je vais me mettre en vue caméra et je vais faire une rotation sur Z pour commencer. Et puis là, je vais ouvrir le dope sheet, je vais le mettre en mode Action Editor et je vais créer une première image clé. Ça pourrait être simplement rotation. Et je vais commencer à orienter plus correctement ma caméra. Donc je peux soit utiliser les axes globaux, soit utiliser les axes locaux. Par exemple, RXX, ça va faire tourner ma caméra sur son axe horizontal local. RYY, ça va faire tourner ma caméra le long de son axe vertical local, etc. Ce que je vais faire aussi, c'est changer la focale. Donc, sous l'onglet Object Data, sous Lens, je vais choisir une focale de 25 par exemple pour avoir un type de perspective un peu plus panoramique. Et puis, je vais corriger un petit peu ma rotation, RXX, comme ça. RYY.
Alors bien sûr, je peux aussi corriger la position de ma caméra en bougeant les vertices de ma curve. Par exemple, si je veux que ma caméra commence un peu plus haut, eh bien, je bouge le premier vertex et je corrige la rotation en fonction. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ma caméra bouge le long de ma curve. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans l'onglet des contraintes, et puis au lieu de cliquer sur Animate Path, qu'on pourrait voir une autre fois, c'est utiliser tout simplement la valeur Offset, qui va me permettre de décaler ma caméra le long de ma curve. 0 étant le début de la courbe, et moins 100 étant la fin de la courbe. Donc par exemple, à la frame 0, eh bien, je vais créer une keyframe avec l'offset à 0. Et à la fin de mon animation, à la frame 200, je vais créer une image clé avec l'offset à moins 100. Et là, du coup, ce que je vois, c'est que eh bien, la caméra se déplace le long de la courbe. Alors là, on ne le voit pas trop, mais en fait, l'interpolation est de type Bézier, c'est-à-dire que la caméra accélère et puis vers la fin, elle va décélérer. Et d'ailleurs, si ici, je passe dans le Graph Editor avec un CTRL Tab, je peux voir en effet que l'interpolation de l'offset du follow path est de type Bézier. On va le laisser comme ça. Et du coup, si je passe en mode caméra, je peux voir ce que ça donne et je vais devoir corriger tout du long la rotation de ma caméra de manière à l'adapter à sa position sur la curve. Donc par exemple, quand je suis ici, eh bien, je vais lui faire une rotation comme ça, RYY, RXX. Si j'appuie sur Shift, je suis plus précis sur les degrés de ma rotation et je crée une image clé. Et ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez aussi rajouter des vertices à votre courbe de Bézier si vous voulez un déplacement un peu plus compliqué. Donc à ce moment-là, vous faites un clic droit, Subdivide, et puis vous déplacez votre nouveau vertex et vous testez ce que ça donne. Alors une fois que vous êtes content de votre mouvement de caméra, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des effets, des particules. Et ce qui est pas mal aussi, c'est sous l'onglet Object Data sous Viewport Display, c'est d'augmenter la valeur du passe-partout de manière à obscurcir tout ce qui est hors champ. Ça permet de mieux juger du rendu. Ce que vous pouvez faire, c'est sous l'onglet Render, activer l'option Bloom de manière à avoir cet effet de lueur. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lancer un rendu, par exemple ici, et puis ouvrir le compositor, activer Use Nodes et Backdrop, créer un input Render Layers et un output Composite et un autre Viewer, brancher le Render Layer dans le Composite, faire un Shift clic droit et aussi brancher le Render Layers dans le Viewer, et de cette manière-là, j'ai mon image qui s'affiche en fond de fenêtre. Avec V ou Alt V, je peux l'agrandir, ou alors si je clique sur le Viewer, j'ai accès à ces outils de déplacement ou d'agrandissement. Et là, je vais rajouter un effet, par exemple Filter Glare, et ça va créer cet effet de brillance comme ça. Je vais rajouter dans le champ Streaks, je vais rajouter une branche, et voilà ce que ça donne. Et ensuite, quand on est content de notre effet, on peut lancer un rendu. On fait attention à ce que sous Output Post Processing, on a bien le compositing
qui est activé. Voilà, et bien merci pour votre attention.